Alors, merci de m'accueillir parmi vous. Moi, je suis donc Frédéric Russet, je suis psychologue clinicien, chercheur au sein du service médecine psychologique enfants et adolescents à Montpellier, le service du professeur Perper-Wakil. Et je vous propose de partager les résultats de notre étude sur la formation des psychiatres en Europe et avec un focus sur la place de la transition dans les programmes de formation. Alors, cette étude-là, l'arrière-plan de cette étude, c'est le projet Milestone, une recherche européenne qui regroupe quand même 8 pays et dans chaque pays plusieurs centres de recrutement, donc multicentriques. Et ce projet s'intéresse à la transition des jeunes patients entre pédopsychiatrie et psychiatrie d'adultes. Alors, on a inclus pour ça, jusqu'à 2020, à peu près 1000 adolescents avec deux objectifs. Suivre ces adolescents qui sont en âge de transition, donc entre avant la transition et quelques temps après. Et notre deuxième objectif était de tester en fait un process de transition optimal. Alors je vais revenir un petit peu sur ce concept de transition avant de vous expliquer, de vous présenter l'étude. Alors, on entend par transition, en psychiatrie, en santé mentale, le transfert d'un patient, d'un jeune patient, depuis la pédopsychiatrie, soit vers une structure de soins pour adultes, quand les soins doivent être poursuivis, ou alors une fin de prise en charge, mais organisée, avec retour vers le médecin généraliste. Alors en fait, cette transition, il s'avère qu'elle n'est pas toujours optimale, et on s'y intéresse depuis relativement peu de temps, et encore moins en France. On constate qu'on a souvent des délais de transition, beaucoup d'allers-retours, des faux départs, perte d'informations et toutes les incohérences diagnostiques et de prise en charge, avec pour conséquence eh bien, des ruptures de soins, des jeunes qu'on ne revoit plus, ou alors qu'on revoit beaucoup plus tard, quand ça va beaucoup plus mal. Quant à ceux qui restent dans la filière de soins, le fait que cette transition ne soit pas optimale eh bien, amène potentiellement, nuit au potentiel d'évolution, voire aggrave les symptômes. Donc l'Europe a reconnu la transition, ce sujet de la transition comme un enjeu de santé publique et a financé, a apporté son aide à la mise en place de cette recherche Milestone. Alors, quand on parle de transition optimale, qu'est-ce qu'on entend ? Tout ça est parti, l'étude Princeps, on pourrait dire que c'est la track study de Singh et collaborateurs en 2010, et puis ça a été formalisé dans des recommandations de la NICE en 2016, avec 5 piliers bon, qu'on pourrait encore décliner. L'essentiel étant la prise en compte de l'adolescent, en fait, au moment de le faire transitionner, notamment vers les services d'adultes, prendre en compte son état. Est-ce que c'est le bon moment pour transitionner? Ses besoins? Est-ce qu'il est d'accord? Et comment il envisage les choses, lui? Le deuxième aspect, c'est la collaboration avec l'autre service. Des rencontres planifiées pour organiser cette transition, les transferts d'informations, de telle manière à ce que le jeune patient, quand il arrive dans son service de destination, eh bien, n'ait pas à raconter une énième fois sa vie, qu'il ait l'impression qu'on sait déjà des choses sur lui et qu'on l'attend. Également, une période de prise en charge parallèle. Ça, c'est très intéressant parce qu'on pense souvent que quand on transitionne, eh bien, on quitte et puis on se retrouve dans un autre service. Et l'idéal serait que pendant un temps donné, eh bien, deux services prennent en charge et soutiennent un jeune. Et enfin, essentiel parce qu'on l'oublie trop souvent, c'est le travail avec la famille. Faire participer la famille à ce processus de transition. Cette famille, en tant qu'aidante du jeune, en tant que support du jeune, a son mot à dire. Alors, dans le projet Milestone, avec notamment la France avec la Belgique, était en charge du Work Package 8 et qui s'occupait de la formation des professionnels des services de santé mentale en Europe. Et on a fait un premier focus sur les psychiatres d'adultes et les pédopsychiatres, en se disant qu'en fait, il y avait certainement pas mal de freins qui résidaient dans la formation des professionnels. On peut d'abord se poser la question simple,
de savoir si les professionnels, les adultes, les psychiatres et pédopsychiatres sont formés à la transition. Et j'ai toujours en tête cet appel là de Fegert et collaborateurs en 2016 à construire une psychiatrie de la transition. On peut aussi se poser la question des compétences nécessaires à une transition optimale, des autres compétences. Et la première de ces compétences serait la connaissance de l'adolescent et du jeune adulte. On sait, les professionnels nous disent qu'ils sont peu à l'aise à travailler pour travailler avec les adolescents. Et une recherche récente auprès des internes en Europe nous montre que les internes en psy d'adulte et en psychiatrie générale ont en fin de compte très peu d'occasions d'avoir accès notamment à la psychopathologie de l'adolescent. Donc ça, c'est une autre question. Par exemple, quid de ce que l'on sait, de ce qu'on a besoin de savoir sur les adolescents au moment de les prendre en charge, notamment en psy adulte. Puis une dernière question, c'est celle du socle commun et du cross-training. C'est-à-dire comment travailler ensemble, il faut pouvoir s'entendre, se comprendre, avoir une perception de l'autre à peu près correcte. Et dans la littérature, il y a des éléments qui nous laissent penser qu'en fait, eh bien, le fait d'avoir peut-être des formations séparées, des abords théoriques différents, font qu'on se connaît mal, on se parle mal et peut-être on travaille mal en commun. Donc on est parti sur toutes ces pistes et on a lancé cette étude sur la formation des psychiatres en Europe. L'idée, c'était dans un premier temps de faire un tour d'horizon global de cette formation avec un focus sur les aspects de cross-training, mais pas seulement, parce qu'il y a une petite littérature qui existe sur cette formation, mais en fait, on n'a pas si souvent l'occasion de conduire une étude sur la base de sondages. Donc voilà, c'était l'occasion. Et puis bien sûr, au passage, d'examiner la place de la transition dans cette formation. Alors, on est allé, la source qu'on a identifiée, qu'on a prise, ce sont les associations nationales de psychiatrie. On s'est dit que c'était l'occasion d'aller vers des sources officielles. Donc, on a contacté celles des 39 pays en Europe. On leur a envoyé un questionnaire qui a été construit d'après des recommandations de l'UMS et puis des pistes qui avaient surgi des travaux préparatoires à une revue de littérature qu'on a publiée en 2019. On s'est retrouvé avec un questionnaire assez long, 114 questions, qui couvraient des aspects généraux, des aspects concernant la psychiatrie d'adulte et des aspects concernant la pédopsie. Alors, les traitements statistiques, j'en ai pas parlé là parce qu'on en est resté à vraiment des traitements statistiques très simples et plutôt qualitatifs. Alors, que disent ces résultats? Bon, déjà, on a eu à peu près 50% de retours, avec 50% de représentants d'associations nationales et 50% d'experts des autres pays, quand les associations nationales ne nous ont pas répondu. Vous voyez sur la carte que grosso modo, toutes les parties d'Europe sont représentées. Alors, un des premiers résultats qui émergent concerne les schémas de formation. Il s'avère que sur une grosse majorité des pays concernés, eh bien, on a maintenant une formation spécialisée, soit spécialisée dès le début avec des monospécialités, soit des spécialités qui se séparent après un tronc commun. Et un schéma de formation comme on a en France, de formation généraliste, eh bien, ne concerne parmi nos répondants que 15% des pays. Mais bon, si on extrapole avec l'ensemble des pays qui auraient répondu, on peut légitimement imaginer que la tendance n'aurait pas été inversée. Donc, un schéma de formation qui serait plutôt, enfin, largement de type spécialisé. Alors là, quelques aspects généraux sur la formation, mais très très rapidement, pour dire que globalement, les personnes, les experts ou les représentants interrogés pensent que les programmes en place satisfont assez bien aux standards de l'UMS. La durée de formation, on a des formations qui sont plus longues dans les pays à spécialisation. Vous avez jusqu'à 7 ans en Grande-Bretagne et en Irlande, et plus court dans les pays généralistes, notamment 4 ans en France. On a ce petit paradoxe d'une evidence-based practice qui est introduite dans 75% des pays, et pourtant,
seuls 35% des pays introduisent obligatoirement une formation à la recherche. Ce qui est intéressant et rassurant, c'est que les étudiants ont accès à de la supervision éducative et clinique dans une très très grande majorité des pays. Et on avait posé cette question du cadre légal à la pratique de la pédopsychiatrie. Dans les pays généralistes, il n'y a aucun cadre légal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ce titre commun, on peut exercer avec n'importe quel type de population. Alors que dans les pays à spécialisation, eh bien on voit que pour les pays qui ont répondu, seuls 4 des 13 pays autorisent ceux qui se sont formés spécifiquement en psy-adulte à pouvoir prendre en charge également des enfants et des adolescents. Sur les aspects de cross-training maintenant, sur la formation théorique. Alors, on s'aperçoit que dans une très grande partie des cas, eh bien, il y a de la pédopsie dans la formation des psy-adultes et il y a de la psy-adulte dans la formation des pédopsies. Donc, on se dit, tiens, les uns entendent parler des autres et réciproquement. Si on va dans le détail, on se rend compte quand même que lors de la formation des psy-adultes, eh bien, dans 58% des cas, les programmes ne sont pas tout à fait pareils. Le programme de pédopsie n'est pas tout à fait pareil durant la formation en pédopsie, en psy-adulte, et durant la formation en pédopsie. Alors que, dans le sens inverse, quand les étudiants en pédopsie reçoivent une formation en psy-adulte, dans 75% des cas, le contenu théorique est le même. Toujours sur le plan du socle commun théorique, du cross-training, alors vous avez ce tableau très chargé, dont le but était surtout de vous montrer qu'en très grande majorité, finalement, le contenu est abordé dans les mêmes proportions dans les 2 disciplines en même temps. Il y avait juste la déficience intellectuelle, qui est nettement moins abordée en psy-adulte qu'en pédopsie. Mes petits ronds rouges ont sauté. Les tests psychologiques sont nettement moins abordés également en psy-adulte qu'en pédopsie. Et inversement, mais là on pouvait s'y attendre, la psychiatrie de la personne âgée est nettement moins abordée en pédopsie. Le cross-training, côté pratique maintenant. Eh bien là, on s'aperçoit que durant la formation à la psy-adulte, les stages ne sont obligatoires en pédopsie que dans 71% des cas, alors que dans le sens inverse, durant la formation en pédopsie, les stages sont obligatoires en psy d'adulte dans 87% des cas. Donc il y a une différence un peu plus sensible que pour la formation théorique. Enfin, sur les aspects de transition, je pense que le schéma parle de lui-même. Voilà voilà le nombre la proportion de pays dans lesquels aujourd'hui la transition est obligatoirement abordée dans les programmes. Alors en psy-adulte, c'est 5%, en l'occurrence c'était la Suède. En pédopsie, c'est un petit peu mieux, mais ce n'est qu'à peine dans un quart des pays. Alors il y a la transition elle-même, et puis il y a les questions liées à la transition. On a notamment la psychiatrie développementale, un cours sur la pathologie et la psychiatrie de l'adolescent, des aspects liés au rôle de la famille, au fait de travailler avec les partenaires quand on travaille avec des adolescents. Eh bien, en psy-adulte, ces questions ne sont abordées que dans 18 à 59% des pays, de manière obligatoire. Et elles ne sont pas plus abordées, pas davantage abordées en formation continue. Et on voit bien la différence avec la pédopsie. Les questions sont abordées dans 71 à 100% des pays. Donc on voit bien que ces questions sont des questions davantage sensibles en pédopsie. Également d'autres questions liées à la transition. Et bien là, on voit le même rapport psy-adulte pédopsie. La pharmacothérapie chez l'adolescent
est abordé, bien plus abordé en pédopsie qu'en psy d'adulte. Et les occasions de stage en unité d'adolescents sont largement plus fréquents en pédopsie qu'en psy d'adulte. Un point qui était important, que j'ai déjà abordé et qu'on retrouvait d'une autre manière à travers une autre question, la place de la déficience intellectuelle dans la formation de psy d'adulte, eh bien on voit que ni l'abord théorique, ni l'abord en stage ne garantit de découvrir cet aspect-là des choses dans la formation des psychiatres d'adultes. Voilà, abord théorique dans seulement 33% des pays, abord en stage dans seulement 9% des pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? D'abord, il faut souligner quelque chose qui est déjà observé dans la littérature, une tendance qui est déjà observée dans la littérature, à savoir une harmonisation croissante de la formation sur des aspects comme les processus de sélection, la place de la psychothérapie, la formation à la psychothérapie, l'accès à la supervision. Donc ça, c'est une tendance qui est connue et qui est confirmée une fois de plus et qui va dans le sens des recommandations de l'UMS. Ce qui était un petit peu moins souligné dans les articles qu'on avait jusqu'à présent, c'était cette harmonisation vers un modèle de spécialisation avec ou sans tronc commun. Et on peut poser la question des effets de ce modèle-là dominant sur la coopération entre services de psy adulte et de pédopsie. Puisque si on prend l'exemple de l'Allemagne, par exemple, où on a une monospécialisation dès le début, eh bien, on peut imaginer que psy d'adulte et pédopsie ne se parlent plus trop jusqu'à la fin. Donc, comment on peut se parler ensuite au gré d'une coopération autour de la transition? Des différences sont persistantes. Je vous ai parlé des durées plus longues et qui suivent plus les recommandations de l'UMS dans les pays à spécialisation, là où les pays généralistes sont un petit peu en décalage. Et puis cet aspect quand même préoccupant, la faible place de la formation obligatoire à la recherche, et donc se poser la question de quid de l'esprit critique des jeunes médecins, des jeunes psychiatres et pédopsychiatres en cours de formation, en fonction des articles qu'ils vont lire, des informations qui leur seront délivrées. Sur les aspects de cross-training, on a vu que ce qui pouvait être clé dans le soin durant la transition, c'est cette approche, ce socle commun pour une meilleure communication, une meilleure coopération. Alors, ce qui est positif et qui permet d'être optimiste, c'est qu'on voit l'existence d'un socle théorique commun et bien consistant. Si vous vous rappelez le nombre de disciplines, de matières qui étaient abordées dans les deux spécialités en même temps, eh bien, on a quelque chose de consistant. Là aussi, ça répond aux recommandations de l'UMS qui prévoit ce cross-training. Donc, quelque chose de positif. Par contre, d'un point de vue plus pratique et du côté des stages, on a noté l'insuffisance des stages de pédopsie durant la formation à la psy d'adulte. Je vous redonne les chiffres, 71% contre 87% dans le cas inverse. Et en plus de ça, ce qui est également déjà observé dans la littérature et qu'on confirme à nouveau ici, les stages que les psys d'adultes font en pédopsie ont tendance à être moins nombreux et plus courts que dans l'autre sens. Donc, il y a moins d'occasions, et quand les occasions sont là, elles sont, disons, de moindre contenu, de moindre qualité. Et enfin, sur les transitions et les questions associées, eh bien, la faible place de la transition dans les programmes est actée une fois encore. On l'avait acté juste précisément avec l'étude auprès des internes qu'ont mené Hendrix et collaborateurs en 2020. Eh bien là, on la retrouve avec un effort vraiment particulièrement nécessaire en psy d'adulte. Là aussi, Hendrix l'avait pointé. La pédopsie est un petit peu mieux placée, mais peut largement mieux faire, puisqu'on n'a que seulement un quart des pays qui sont concernés. Donc des efforts sont nécessaires dans les deux spécialités, au fond. On s'aperçoit que des efforts sont aussi à faire sur les questions liées à la transition et qui sont nettement moins abordées en psy d'adulte, notamment deux aspects
deux aspects fondamentaux qui sont le travail avec les parents et la collaboration entre services. On pourrait imaginer, on pourrait se dire que ce soit tout à fait superflu en parlant de psychiatrie d'adulte. Mais si l'entrée dans la psychiatrie d'adulte, si une des entrées dans la psychiatrie d'adulte se fait à l'adolescence ou à l'âge jeune adulte, à la sortie de la pédopsie, alors ce travail avec les parents et la collaboration entre services est incontournable. Alors, les formations à soutenir en psy d'adulte pour une meilleure transition, ce qui ressort des résultats, sur quoi il faut vraiment insister, on a les troubles neurodéveloppementaux. On sait que ce sont des troubles qui sont normalement associés à l'enfance. On oublie trop qu'ils perdurent à l'âge adulte. On a déjà parlé de la psychopathologie de l'adolescence, c'était une hypothèse qui est vérifiée. On a aussi la pharmacothérapie de l'adolescent et la déficience intellectuelle. Cette déficience intellectuelle avec laquelle les psy d'adultes peut-être sont moins à l'aise au moment de récupérer un jeune adolescent qui a fait tout son parcours, qui est déficient intellectuel, qui ne s'arrêtera pas de l'être et qui doit continuer à être suivi en psy d'adulte pour X, Y raison. Voilà. Alors j'avais noté cette phrase là en bleu qui était assez rigolote parce qu'un des répondants à notre questionnaire nous a fait ce petit clin d'œil en nous disant que si on doit attendre des efforts des psys d'adultes, eh bien on doit aussi en attendre de la part des pédopsies qui ont trop tendance en fait à voir les pathologies avec leurs lunettes de pédopsie, peut-être neurodéveloppementale. Et il y a toujours, par exemple, cette lecture entre est-ce que c'est de l'autisme, est-ce que c'est une psychose, et ce répondant nous disant mais attention à ce que les pédopsies gardent en tête aussi un petit peu nos critères de la psychiatrie adulte pour voir comment réconcilier le diagnostic qu'ils avaient construit jusque-là et puis la lecture que peuvent en faire leurs collègues lors de la transition. Voilà, donc pour finir, les recommandations quelques recommandations qu'on peut proposer pour améliorer le soin autour de la transition. Eh bien, je crois que des modules de formation proprement dits sont maintenant nécessaires. Ce qui ressort de l'expérience de la recherche Milestone et du savoir-faire anglo-saxon, c'est la nécessité de construire ces modules en partenariat avec les patients eux-mêmes et avec ces jeunes patients qui ont des tonnes de choses à nous raconter sur leur parcours et sur comment ils aimeraient que se passe ce parcours. Et puis bien sûr, développer ces modules à la formation continue. Je crois que l'aspect d'approche développementale commune devient nécessaire entre les deux spécialités. On citera les TSA, on citera le TDAH. L'idée vraiment serait, pour réconcilier un petit peu les deux, pour tenir compte de la remarque du monsieur en bleu, c'était de construire des modules communs où finalement chaque spécialité puisse contribuer et non pas que l'une essaye de convaincre l'autre et réciproquement. Enfin, c'est très important de se dire qu'avec cette étude, on a posé une première pierre sur le thème de la formation en posant la question de la formation des psychiatres et pédopsychiatres, mais il y a tous les autres professionnels des services de santé mentale qui sont aux premières lignes également et pour qui une formation à la transition reste nécessaire. Et enfin, nos collègues des services somatiques. Et quand on suit un jeune adulte avec un trouble du spectre autistique, la question se pose, puisque avec le trouble, il y a pas mal de comorbidités somatiques, et là c'est pareil. Un médecin en somatique qui reçoit un adolescent ou un jeune adulte, sans avoir en tête que c'est un adolescent ou un jeune adulte, eh bien il y a des chances, il y a des risques pour que la prise en charge ne se passe pas forcément de manière optimale et qu'il y ait des perdus de vue, qu'il y ait des insatisfactions, des pertes de chances d'évolution favorable. Voilà, je suis allé peut-être un petit peu vite, mais j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention.